voyez, Patrick, chez nous, c'est le gars technique. Moi, je suis le dinosaure. Fait que lui, il a ses notes d'auteur sur un ThinkPad, un iPad, puis moi, sur le papier. Patrick et moi sommes bien honorés d'avoir l'opportunité de vous partager notre voyage. C'est vraiment un voyage qu'on a entrepris il y a quelques années dans la transformation numérique de l'usine d'IBM à Bromont. Oui, ça a marché. Fait que les thématiques qu'on va couvrir avec vous aujourd'hui, c'est premièrement quelques mots sur qui sommes-nous, notre équipe, hein, on parle d'une équipe multidisciplinaire. On va parler évidemment de notre stratégie de l'industrie 4.0, quels sont les piliers sur lesquels on s'appuie pour se transformer et pour conclure à la fin avec un résumé puis une période de questions. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec IBM à Bromont, nous sommes une usine de fabrication, d'assemblage et de test de semi-conducteurs. Nous sommes la seule usine de fabrication de cette nature-là d'IBM au monde. Chaque serveur qu'IBM vend dans ses solutions, que ce soit pour l'AIA, l'info nuagique, contient une composante qui est fabriquée à Bromont. On ne fabrique pas juste des produits pour IBM, on a aussi une portion de notre chiffre d'affaires qui est pour le marché OEM. Notre mission, c'est libérer tout le potentiel des semi-conducteurs les plus évolués au monde grâce à des technologies d'assemblage et de tests d'avant-garde. Les images que vous voyez à droite sont une représentation vue du dessus des produits qu'on fabrique à l'usine. Au centre, on voit le semi-conducteur et autour des composantes comme des résistances ou des condensateurs. Le semi-conducteur et ses composantes sont soudés sur un laminé organique qui devient ce qu'on appelle un module ou une carte. Depuis 2008, on a intégré dans nos modes de gestion les principes Lean au niveau de la fabrication et les principes agiles au niveau des groupes support. Dans la fabrication, on a instauré un système de gestion au quotidien. Du côté transformation numérique, bien difficile de dire à quand remonte le début, puis je pense que Bernard le faisait mention tantôt, pour nous, ça a été une suite, une continuité de circonstances où on a déployé bien des use cases au niveau de l'automatisation et puis capitalisé sur certaines données manufacturières pour être capable d'identifier des anomalies statistiques. Mais aujourd'hui, en 2023, l'offre technologique est maintenant beaucoup plus disponible, plus mature, qui nous permet d'aller plus vite et plus loin. En tant qu'usine manufacturière, IBM à Bromont n'est pas différent de plusieurs entreprises ici. On fait face à des défis importants de rareté de main-d'œuvre. Et nous, de notre côté, on compétitionne beaucoup avec des gros joueurs en Asie. Avec les initiatives des gouvernements nord-américains depuis la pandémie, où on s'est rendu compte de la faiblesse des chaînes d'approvisionnement au niveau des semi-conducteurs, beaucoup d'incentives, en bon français, de la part des instances gouvernementales pour réduire cette dépendance-là sur l'Asie, puis ça devient un vent de dos qui nous est favorable. C'est une raison de plus pour nous de se transformer pour être prêt à capitaliser sur toutes ces opportunités d'affaires. J'ai mentionné une équipe multidisciplinaire. À chaque fois que j'assiste à ce genre de conférence-là, je me pose toujours la question de savoir quelles sont les ressources et les expertises dont l'entreprise qui présente peut compter à l'interne. Chez nous, c'est ce genre d'expertise-là. Plusieurs départements techniques et aussi des technologies de l'information qui nous aident à concrétiser cette transformation-là. On sait que les ressources, l'expertise, ce n'est pas illimité. On collabore aussi avec d'autres entités d'IBM et des partenaires externes pour nous aider à réaliser les initiatives stratégiques qu'on a priorisées. C'est d'autant plus une fierté pour Patrick et moi de présenter ce qui est le fruit d'un long travail de collaboration de toutes ces équipes-là. Je vais céder la parole à Patrick, qui va nous parler de notre stratégie et comment nous appliquons concrètement chacun des piliers à notre transformation. Yes, sir.
Alors, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici cet après-midi pour vous partager les avancées technologiques de l'industrie 4.0 qu'on est en train de mettre en œuvre chez IBM à Bromont. Fait qu'on va faire ensemble le tour des différents chantiers. Puis je commence tout de suite avec la slide de chaque côté. Chez nous, la stratégie de l'industrie 4.0, on a débuté en coupant les différents sujets puis en présentant 5 thèmes clairs, courts et concis là, à l'entreprise pour être capable d'avancer dans chacun de ces créneaux-là. Le premier créneau, on parle de comment faire pour faire une usine collaborative numérique dans un monde numérique. Quels sont les projets, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place dans l'entreprise pour atteindre du succès de ce côté-là. Deuxième créneau, comment assister les employés, c'est-à-dire de donner une capacité d'amplifier les capacités normales des gens, mais avec des outils numériques de l'industrie 4.0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait de ce côté-là? Troisième sujet, l'usine qu'on appelle l'usine autonome. Donc, comment, évidemment, là, bénéficier des technologies, là, surtout des bras robotisés, des cobots, des AGV, des AMR et des trucs comme ça, pour être capable d'aller chercher de la productivité dans l'entreprise. Le quatrième créneau qui est l'usine intelligente, donc comment utiliser tout le potentiel de la AI, du machine learning, du deep learning, on en a parlé, là, puis vous en entendez parler régulièrement aussi, donc qu'est-ce qu'on a fait de ce côté-là. Et le dernier créneau, qui est l'un des plus importants, qui est le créneau qu'on appelle, nous, de l'usine souple. Comment devenir une usine flexible qui est capable de répondre à sa clientèle rapidement. Et tout ça, évidemment, on en parle depuis le début de la conférence, là, mais le cœur de tout ça, c'est les données, c'est la fondation, c'est le pilier. Donc, on va en revenir là, à la page numéro 5 de tout ça. Donc, je commence avec notre premier créneau, c'est-à-dire l'usine collaborative. La prémisse numéro 1, tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le marché, qui a le mot intelligent. Frigidaire intelligent, poêle intelligent, automobile intelligente, tout ce qui est intelligent est de facto connecté. Ça, tout le monde sait ça. Puis, ce qu'on voulait faire, nous, c'est que les humains, les employés qui travaillent dans l'entreprise, comment on fait, nous, pour les connecter, ces ressources-là, dans l'entreprise, pour qu'elles se parlent et tout? Fait que la prémisse numéro 1, c'était de brancher les gens dans l'ensemble de l'entreprise, parce que chez nous, on est près de 1000 qui travaillons à la production et tout. Donc, les brancher, la réponse a été la tablette. On leur a acheté une tablette chaque, puis on a donné ça à tous les employés. Puis on n'a pas décidé de prendre une seule tablette par secteur parce que ça ne permet pas à tous les employés d'être branchés en temps réel. Parce que si on veut quelque chose d'intelligent, ça prend un feedback qui est rapide, puis tout le monde doit être branché sur le network. Fait que la façon de brancher nos employés, ça a été avec une tablette. Les points saillants, on a déployé 650 tablettes sur l'ensemble de la production manufacturière. On a donné 5000 heures de formation. On a amené les gens dans des salles et tout. On a préparé des vidéos d'entraînement et tout. On avait des enseignants, puis on a formé les gens à comment utiliser une tablette, qu'est-ce que c'est et tout, comment travailler finalement avec ça. Puis, l'objectif était de réduire les temps de formation parce que tous les nouveaux employés qui arrivent dans vos entreprises ont besoin d'être formés. Donc, comment tu fais pour les former plus rapidement, pour qu'ils soient up and running, à fournir de la valeur à vos entreprises rapidement? Bien, c'est avec des moyens qui deviennent plus digitales, puis on va en reparler. Puis, en même temps, tous vos mentors qui sont à l'intérieur de vos entreprises, qui se font solliciter constamment par les nouveaux pour des questions et tout, donc sont en mode répétition. Ces gens-là sont très sollicités dans l'entraînement, le passage de la connaissance. Alors, comment on fait pour diminuer le load sur ces gens-là? Bien, il y a des réponses technologiques qui sont écrites dans les 3 segments qui sont là. Donc, on a pris l'usine collaborative, on l'a slicé en 3, puis on a décidé de faire une usine collaborative digitale, une usine avec un potentiel d'entraînement numérique, puis une usine où on avait la capacité de faire des transactions industrielles, mais à un autre niveau. Donc, le premier segment, l'usine collaborative, mais dans sa collaboration digitale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a installé un set d'outils
à tous les employés sur chacune de leurs tablettes pour aller leur permettre d'aller chercher un niveau de productivité qu'on n'aurait jamais pu avoir si on avait des agents qui n'étaient pas branchés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a installé des outils collaboratifs comme Slack. On leur a mis des capacités de pouvoir scanner les produits, de scanner des codes QR, de prendre des photos, d'envoyer des photos de la production quand il y a des problèmes, de faire des vidéos quand il y a des troubles de qualité et tout, d'être capable d'envoyer ça sur les systèmes collaboratifs. On les a branchés sur le cloud pour leur donner la capacité de stocker leurs images ou leurs données ou leur travail directement, puis de pouvoir l'échanger à travers tous les employés. On leur a mis des systèmes de vidéoconférence pour qu'ils puissent appeler ou se faire des meetings d'équipe, des meetings de groupe, parler à leur chef d'équipe, etc. Donc, des outils comme Webex ont été implantés. On leur a installé des outils qui leur permettent de filmer puis de digitaliser le savoir sur les choses qu'ils sont en train de faire. Donc, je viens d'exécuter un travail, c'est difficile. Comment je fais pour répéter ce travail-là ou passer la connaissance finalement à mon collègue à côté? Bien, c'est en digitalisant ces choses-là. Donc, on leur a mis des capacités pour être de filmer. Les outils biométriques sont là-dessus, faire le montage vidéo, etc., les courriers, les signaux, les alarmes, les alertes. Donc, au niveau manufacturier, comment je fais pour recevoir mes signaux et tout. Ce sont tous des choses qui ont été installées puis déployées sur chacun de ces devices-là. Puis aujourd'hui, ça fait de chaque employé un agent connecté numérique dans une entreprise numérique. C'était ça un peu la vision du segment collaboratif. Donc ça, c'est la première tranche. La deuxième tranche, c'est l'entraînement numérique. Ça fait 5 années qu'on travaille avec un partenaire externe qui s'appelle Sogei Informatique, qui fait le système ISOVision. Je suis certain qu'il y a des gens qui connaissent cette application-là. On arrive à l'accouchement d'un nouveau système de gestion de la connaissance qui va permettre une capacité industrielle ou d'entreprise, peu importe le type avec lequel vous êtes. Puis comment ça fonctionne, c'est que ce système-là va doter à l'entreprise la capacité de digitaliser le savoir dans un contexte industriel. C'est-à-dire que toutes les machines que vous avez chez vous, peu importe c'est quoi, que vous travaillez en informatique, vous avez du réseau, vous voulez créer de la connaissance sur des objets. Vous avez une machine en question, vous allez dans le système, vous créez un univers de connaissances. Vous digitalisez après ça votre savoir. Comment opérer cette machine-là, comment troubleshooter cette machine-là, comment la partir, la fermer, comment faire des shutdowns, comment faire de la maintenance, comment faire des ci. Puis cette digitalisation-là est stockée dans un univers qui est collé sur chaque objet de l'entreprise. Fait que vous vous ramassez avec une entreprise qui va avoir des milliers et des milliers de codes comme ça, accessibles simplement avec un clic de tablette. Vous scannez ça, puis à ce moment-là, vous allez retrouver tous les vidéos, les documents, tout ce qui est relatif aux choses et aux objets dans votre entreprise, directement à portée de la main de n'importe qui. Fait que c'est vraiment extrêmement puissant comme possibilité. Fait que l'idée, c'est d'être capable d'entraîner les opérateurs avec un nouveau moyen. Donc, le moyen vidéo, là, un peu à la YouTube. Tout le monde va sur YouTube aujourd'hui. Tout le monde comprend que c'est efficace, que c'est bon. Bien, voici la réponse industrielle. Ce système-là va donner la capacité d'avoir un YouTube, mais en version industrielle, locale chez vous. Puis vous allez pouvoir digitaliser, peu importe le sujet. Que vous soyez dans l'éolien, l'hydroélectricité, n'importe quoi, ça peut fonctionner pour n'importe quel. Ce n'est pas une pub pour ISOVision, là, je veux juste dire que, dans le fond, ce système-là va nous permettre d'accélérer notre entraînement de nos employés puis de digitaliser le savoir qui est important à conserver, parce qu'avec les départs et la pénurie de main-d'œuvre, quand quelqu'un s'en va, il quitte avec son savoir, donc on veut conserver le savoir chez nous. Fait que c'est vraiment ça l'idée là, de ça. Fait qu'on a déjà 1500 vidéos de créées actuellement, puis on est en train de développer des programmes d'entraînement pour les employés avec ça. Donc ça, c'est un des systèmes au niveau de l'entraînement numérique. Puis là, vous voyez, vous avez des exemples ici là, au tableau. Là, j'ai mis des images là, des différents. Ça peut être n'importe quoi. Là. Comment ça marche un extincteur, vous créez un univers, puis voilà, vous scannez ça, puis coudonc, vous avez quelqu'un qui vous montre comment fonctionne l'objet en question. Là. Troisième segment,
ce sont les transactions industrielles. Ce qu'on a fait chez IBM à Bromont, on a développé un système d'intégration qui s'appelle Metalogic. Metalogic, qui est un système qui a la capacité d'effectuer des transactions manufacturières au niveau du MIS à la grandeur là, de la chaîne de fabrication. Il va avoir la capacité, parce qu'il n'est pas complété encore, on est en développement là-dessus, mais la capacité d'intégrer les alertes et les signaux, mais pas n'importe comment. Nous, ce qui était important, c'est qu'il y a plein d'alertes et de signaux qui peuvent apparaître dans votre entreprise, mais quand vous êtes un millier, il ne faut pas que ces alertes-là s'envoient à n'importe qui, n'importe comment. Donc, c'est relié à un système d'entraînement et de poste. C'est-à-dire qu'un employé est formé pour exécuter certaines choses, donc il a des postes dans l'entreprise. Puis ces alertes-là sont spécifiquement envoyées à ces postes d'entraînement-là. Ce qui fait qu'une personne, parce que ce qu'on veut avec ce type d'industrie-là, c'est de rendre les gens polyvalents. Puis pour les rendre polyvalents, c'est-à-dire être capable de faire un peu n'importe quoi, le matin, ils peuvent arborer un costume puis faire une job dans l'entreprise. Puis l'après-midi, parce qu'ils ont d'autres compétences, ils vont faire autre chose à l'intérieur de l'entreprise. Fait qu'en fonction du costume qu'ils arborent, le système va lui envoyer les signaux industriels qui sont relatifs au rôle qu'il joue dans son corps de travail. Fait que c'est le rôle du système métallurgique qu'on est en train de déployer là, à la grandeur là, de la ligne de fabrication. Au niveau des difficultés rencontrées dans ces créneaux-là, premièrement, chez nous, c'est une usine d'assemblage de haute technologie, donc on est très, très sensible à tout ce qui est électrostatique. Fait qu'un des gros défis, c'est bien beau de mettre des tablettes, là, mais c'est des tablettes, ça accumule de l'électricité statique. Ça a été un casse-tête assez important. Fait qu'il y a des ingénieurs qui ont travaillé quand même un bon bout et on a notre propre case. C'est un case qu'on a designé nous-mêmes pour envelopper la tablette. C'est un case 100% ISD, donc électrostatic proof avec des films de protection pour les écrans. Ça a été un défi quand même assez important. On ne pouvait pas juste prendre là, du stock qui se vend un petit peu partout sur le marché, là. Ensuite, deuxième chose, l'intégration des appareils en milieu industriel. C'est bien beau d'avoir une tablette, mais je ne sais pas si vous avez vu, là, mais c'est assez gros. Fait que tu as un opérateur qui travaille avec ça à journée longue, là, il l'a dans la main ou je le mets où, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, comment faire pour que mon entreprise soit totalement intégrée pour ces devices-là? Fait que là, aujourd'hui, on les appelle les carottes, là. On a des carottes, on a des supports qui ont été désignés pour être capable d'arriver puis de pouvoir déposer les tablettes puis de pouvoir les installer afin de tenir compte de l'ergonomie, finalement, de travail des employés. Ça a été un autre défi qui a été quand même assez important. L'autre, c'est bien de faire des vidéos. Ça a tout le temps l'air hot. Là, puis vous regardez sur YouTube, les gens sont bien bons devant les vidéos, là, mais dans l'entreprise, les gens ne sont pas des acteurs. Les gens n'aiment pas ça, faire des vidéos. J'aime pas ça de se faire filmer et tout. Fait que ça, c'est une réalité qu'on fait face. Dans la transition d'âge, évidemment, généralement, les plus vieux sont moins à l'aise avec ça. Les plus jeunes sont willing. Eux autres sont toujours prêts à aller se faire filmer et tout, là. Fait que ce qui est important, c'est de regarder en avant et de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les entreprises. Qu'est-ce qui s'en vient, c'est les jeunes et tout. Fait qu'à ce moment-là, ça correspond à leur réalité, là, les YouTubers, tous ces trucs-là, là. Fait que l'autre, c'est que les employés ne sont pas des enseignants. Entraîner quelqu'un, quand vous êtes avec lui tout le temps, vous répondez en temps réel à ses besoins, là. Vous êtes à l'écoute de ce qu'il veut ou de ce qu'il n'est pas capable de faire, puis vous vous ajustez en temps réel. Mais quand vous faites un plan d'entraînement digital, à ce moment-là, vous devez penser à toute la notion de pédagogie, là. Comment je vais entraîner mon employé, parce que là, je ne suis pas là, puis il va se faire digitalement. Mais cet entraînement pédagogique-là doit être réfléchi longtemps d'avance pour être capable d'avoir une courbe d'apprentissage linéaire avec nos apprenants, là. Ça, c'est une autre chose aussi qui est une difficulté. Isolement des ressources de développement dans la transformation. Ça, c'est bien de vouloir développer ou de faire des choses, mais on est pris dans le quotidien. On veut continuer de livrer, on veut continuer de faire notre production, on ne veut pas s'arrêter. Puis cette incapacité à arrêter là, bien, ça fait que notre transformation elle stagne. On n'est comme pas capable de s'élever parce qu'on est toujours pris à vouloir continuer à faire ce qu'on a à faire et tout. Fait que ça, c'est un défi d'isoler la transformation puis les ressources qui sont nécessaires à l'accomplissement de ça.
L'autre, c'est l'adaptation d'un parcours pédagogique numérique, on en a parlé. Puis le dernier, c'est gestion des appareils mobiles. Là, évidemment, au niveau informatique, il y a quelqu'un tantôt qui parlait de sécurité, c'est ça, informatique, là, le présentateur juste avant. Donc oui, la sécurité informatique, c'est vital, c'est fondamental, surtout si vous commencez à faire des photos, des vidéos, puis que vous passez de l'information là-dessus. Qu'est-ce que vous utilisez, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que tu peux installer, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu gères tes patchs de sécurité, tes updates, tes mises à jour. Il faut que tu penses à tous ces trucs-là. Donc, un MDM, qui est un outil de gestion intégré, centralisé. Nous, chez nous, c'est géré par les Américains. Fait que là, il faut que tu développes des réseaux de contacts pour te brancher dans l'ensemble de la stratégie de sécurité pour que ce soit legit à la fin de brancher ça sur votre network. Fait que ça, c'est pour collaboratif. Deuxième segment, l'usine assistée. L'idée, c'est d'aller augmenter le potentiel d'un employé chez vous avec des outils technologiques. Fait que chez nous, on en a déployé quelques-uns. On a déployé la projection augmentée ou la projection interactive. Fait que vous avez des images au tableau, là. Ça, c'est vraiment un opérateur qui va travailler sur une table. Puis sur la table, il y a tout, là. Il y a tout ce qu'il faut, là. Il y a des vidéos qui disent comment assembler les pièces, comment faire les choses. Il voit ça en temps réel, là. La vidéo joue sur la table, puis la table est tactile. C'est-à-dire que vraiment, il peut interagir avec la table, peser, puis changer. Puis ça, c'est pas compliqué à utiliser. C'est vraiment simple, c'est low code, no code. Toute personne qui est capable de faire une présentation PowerPoint aujourd'hui et a le potentiel de pouvoir utiliser ces technologies-là, ça fait que si vous avez des assemblages ou des packaging ou des choses difficiles à faire, bien, tu peux profiter d'une table de travail pour être capable d'entraîner tes employés de façon interactive. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a des images ici qui vont, mettons, donner des indications claires à l'opérateur sur quoi scanner, quoi faire et tout. Fait que c'est comme une projection augmentée. Ce n'est pas tout à fait de la réalité augmentée, mais on y arrive. Là. On a d'autres slides ici en bas là, où on a des boards. Puis, on voit des résultats augmentés sur les boards en question. Fait que là, les pièces qui ne sont pas bonnes sont colorées en rouge, ce qui donne une indication claire à l'opérateur. Il ne peut pas se tromper. Là. La pièce qui n'est pas bonne est affichée en rouge. Là. Fait que on utilise des projecteurs. Là, il y a comme une autre image. Là. Vous voyez le projecteur au-dessus. Le projecteur fait la projection augmentée sur les résultats d'inspection et la qualité qui est associée à ça. Fait que ça, c'est d'autres choses qu'on a. Puis, IBM a développé aussi un système qui s'appelle IBM AR Assist. Ça veut dire que avec la pénurie, c'est difficile d'avoir tout le temps tout le monde présent sur les lieux pour répondre à des besoins de support. Bien là, vous avez une solution technologique en réalité augmentée qui vous permet d'avoir un agent de support de maintenance qui est à l'extérieur, qui n'est pas sur les lieux du tout. Puis vous avez votre agent sur place qui, lui, filme le problème. Puis tu as l'agent à l'extérieur en réalité augmentée qui va venir déposer carrément des flèches ou des cercles en tridimension. Fait que tu bouges la tablette, là, puis la chose elle reste comme fixée sur la pièce ou la vis que l'opérateur doit interagir dessus. Là. Fait que c'est d'autres systèmes avec le potentiel de la réalité augmentée là, qui ont été rendus disponibles, mais que petit à petit, on va démocratiser de plus en plus pour amplifier, dans le fond, les capacités des opérateurs. On a essayé aussi la réalité augmentée en milieu industriel avec des lunettes, là, HoloLens. Il y en a différents modèles. Le potentiel est super intéressant, surtout quand vient le temps d'entraîner quelqu'un. Puis je ne sais pas si c'est un terme, là, mais la genre de kinesthésie spatiale, là, où tu veux que l'opérateur touche aux machines ou qu'il les voit dans ses dimensions normales. Donc, cet apprentissage-là, elle peut être accomplie grâce à des lunettes comme ça. Fait qu'il y a un potentiel super intéressant aussi pour les gens de maintenance, quand vient le temps de faire des réparations, d'être capable d'utiliser des lunettes. Tu as tes deux mains disponibles, puis là, bien, tu peux avoir des indications claires et visuelles. Ça fonctionne. Là. C'est déjà là, c'est en place. Les difficultés rencontrées avec ça, bon, ça requiert une bonne préparation quand même, puis des grands changements pour travailler avec des lunettes de AR. Là. Quand vous avez un kit sur la tête, c'est peut-être pas encore fait pour tout le monde. Il faut s'ajuster, mais les devices se rapetissent de plus en plus. L'immersion occasionne des défis SST. Au début, on se dit, OK, c'est des lunettes de réalité augmentée, donc je vois l'espace pour de vrai, je vois les choses augmentées, puis là, tu te dis, je vais me déplacer là-dedans, là, mais ça
ça devient perturbant de maintenant, de voir des choses qui n'existent pas, qui apparaissent dans le champ visuel, puis là, tu te déplaces, puis là, tu finis par plus voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Là. Fait que c'est un défi. Il faut que tu essayes en mode un peu plus stable. Il y en a qui pourraient peut-être perdre un peu l'équilibre avec ça. L'autre, c'est les coûts envisagés qui sont quand même importants. Ce n'est pas des lunettes qui se donnent. Donc, de penser d'avoir une bonne équipe qui travaille avec ça, ça prend quand même un ROI qui est intéressant en termes de productivité. Puis le rendu visuel, c'est bon, mais il y a encore de la place peut-être à l'amélioration de ce côté-là. Donc, ça, c'est l'expérience qu'on a au niveau de l'usine assistée. Au niveau de l'usine autonome, l'objectif d'utiliser des robots puis des appareils automatisés, c'est d'éliminer évidemment les risques SST. Un opérateur qui lève une boîte de 40 livres 285 fois dans son quart de l'avant-midi, ça se pourrait qu'à la fin de l'avant-midi, le chiro, il va faire du bien à la fin de la journée. Là. Fait que, donc, pour éviter, évidemment, des risques SST répétitifs de charges qui peuvent être lourdes et tout, c'est quoi de mieux qu'utiliser un cobot. Assurer le contrôle de procédé et répétabilité. Fait que, je vais faire le tour de la famille cobot. Là. Ça, c'est ce qu'on a chez nous présentement. Là. On a à partir du haut à droite, là, Cobot Picker, qui, lui, prend des charges et va les déplacer d'un endroit à l'autre d'une bonne façon. On a des Cobot Assemblers. Ça, c'est justement pour avoir des procédés répétables. Nous, on a des cartes qui vont dans des serveurs ultra méga sécurisés. Là, puis ces cartes-là doivent être resserrées et fermées vraiment avec un niveau de pression très, très précis, puis une précision quasiment mathématique. Au début, c'était fait par des opérateurs, là. Mais tu bouges, tu n'es pas à l'aise avec le produit, donc ça devient difficile. Un cobot, c'est magnifique. Là. Donc ça met tout le temps la pièce à bonne force, bonne pression. Fait que Cobot Assembler, Cobot Welder, quand c'est le temps de faire des soudures, mais très, très petites, le Cobot Welder est parfait pour ça. Cobot Power Pack pour remplir des boîtes pour le shipping et tout. Cobot Packager pour être capable de faire de l'ensachage. Nous, tout est ensachés ISD sécurité. On a des Sandblasters. On a des cobots qui vont visser avec des torques très précis, des pièces mécaniques et tout. On a des cobots handlers qui manipulent les pièces microélectroniques puis qui vont vraiment aller les poser pour faire des tests ou des travaux très précis. Là. Fait que vous pouvez faire à votre cobot, dans le fond, finalement, vous en avez, je suis certain, chez vous déjà. Là. Puis, notre petit dernier venu dans le dropship, là, le Finish Good Crib, c'est l'AMR Finish Good Crib, qui est un robot motorisé avec un bras qui a la capacité d'aller classer du chargement, du stock de shipping pour nos clients, puis d'aller rechercher ce matériel-là, puis de l'envoyer sur des convoyeurs pour être emballé après ça par Cobot Power Pack, là, qui lui fait les... c'est tous les trucs. Puis là, on est en train de regarder aussi au niveau des AGV pour faire le AGV qui sont des Automated Guided Vehicles, des véhicules qui transportent du matériel. Pourquoi prendre des employés puis les faire déplacer des chariots à journée longue? Ça ne sert à rien. Là. Ça fait qu'à ce moment-là, comment on peut développer un ROI intéressant pour aller chercher ce qu'il faut au niveau là, de l'automatisation? Fait que ça, c'est au niveau des projets. Au niveau autonome, les difficultés, c'est le retrait des obstacles dans la navigation. C'est beau d'avoir des robots qui se déplacent, mais il faut que l'espace est quand même clean. Là. Le coût d'achat, qui peut être quand même important. Là, ensuite, l'acceptation des opérateurs robots humains. La logistique. Un robot, évidemment, ça a besoin d'intrants pour être capable de faire quelque chose. Donc, tout l'aspect informatique, transport de données et tout est un défi important. La sécurité au travail avec ces robots-là. Le Wi-Fi, ton robot se déplace, il n'y a plus de Wi-Fi dans une zone. Là, ça te prend un Wi-Fi qui est quasiment parfait, là, distribué dans ton entreprise. Là. L'aménagement des secteurs puis les modifications des équipements pour travailler avec ces robots-là, ça, c'est des choses là, qui sont plus difficiles. Quatrième segment, l'usine intelligente. Le potentiel de l'usine intelligente, c'est d'utiliser les capacités, évidemment, on en parle là, depuis le début de la journée, là, de AI puis de machine learning. Fait que nous, chez nous, là où il y a un créneau
qui est vraiment, vraiment important, c'est les inspections. Donc, réduire les inspections visuelles. Aujourd'hui, il y a des opérateurs qui sont positionnés là avec des microscopes pour regarder des défauts de fabrication qui sont ni plus ni moins des images qu'une IA ou un modèle de AI peut résoudre comme équation, là. Fait que ça, c'est un des potentiels qu'on a. Puis le deuxième, c'est entretien prédictif. On en a parlé aussi depuis le début. Donc, comment faire pour anticiper à l'avance que les choses n'iront pas bien. Fait qu'on a eu des projets là, comme Acoustic Insight, qui justement qui a des sensors de vibration qui sont installés sur des trucs pour être capable de prédire des bris éventuels. On a des projets qu'on appelle chez nous Sun AI, qui est un réseau de neurones de segmentation sémantique qui, ce réseau-là, a une capacité d'aller détecter des voids à l'intérieur de nos pièces. Là, vous avez les images au tableau. Là. On appelle ça un sonoscan. C'est vraiment la pièce est mise dans l'eau. Puis, on a une machine qui vérifie avec c'est comme un scanner, qui vérifie s'il y a des voids à l'intérieur. Fait que le réseau de neurones, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver dans les images du réseau de neurones s'il y a des défauts potentiels, puis après ça, il va être en mesure d'aviser les opérateurs. Comme ça, tu évites tous les gens qui regardent là, les images puis les pièces, puis que c'est beaucoup d'optimisation au niveau de la main-d'œuvre. Les plateformes qu'on a utilisées, c'est Hugging Face, PyTorch, mais aussi, on en parlait tantôt, il y a des dizaines, des centaines de sites où on peut trouver là, des modèles de AI, où on peut travailler avec ces différents modèles-là. Avec les potentiels à découvrir, on est encore jeune aussi là-dedans. Là, c'est super humble là-dedans. Là, mais il y a plein de potentiels super intéressants qui arrivent. Donc, les plateformes à venir, dans le autres IBM, ce n'est pas parce qu'on est IBM, là, mais IBM va sortir Watson X AI, Watson Studio. Il y a déjà avec Maximo, je voyais là-bas, le Maximo Visual Inspection. Vous avez des outils comme Spark qui sont déjà disponibles pour travailler avec ces modèles-là. Puis, on a aussi des équipes de data scientists chez IBM qui travaillent à faire de la modélisation hybride prédictive, qui est une combinaison, là, finalement, de... Il y a eux autres qui appellent ça des modèles mécanistiques. Là, je ne suis pas l'expert là-dedans, je ne suis pas ingénieur scientifique, là, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est calculer des modèles physiques et statistiques, c'est extrêmement long. Là. Donc, trouver des patterns à partir de formules mathématiques puis de la physique, c'est... Vous pourrez laisser runner ces algorithmes-là pendant des heures, des jours avant d'avoir vos réponses. Là, nous, ce qu'on va faire de la prédiction hybride, c'est-à-dire utiliser le potentiel de la AI avec ce modèle-là. La AI, elle est plus basée sur les données que sur les formules mathématiques puis la science pour prendre ses décisions. Fait que, on combine les deux pour être capable d'aller chercher là, le maximum d'efficacité. Au niveau usine intelligente, les difficultés qu'on rencontre, puis ça, bien, c'est un peu un message pour tout le monde, c'est l'intégration d'un nouveau rôle dans l'entreprise. Souvent, on a des questions par rapport à ça, où on ne sait pas trop dans quelle direction s'en aller, où on a des questions relatives à qu'est-ce qu'on devrait faire dans telle circonstance et tout. C'est que l'affaire, c'est que tout ça, c'est géré par un nouveau rôle qu'on doit implémenter ou mettre en place dans l'entreprise qui s'appelle le data scientist, qui, lui, a tous les skills nécessaires pour aller créer les modèles, puis se poser les bonnes questions sur les bons paramètres qu'on a besoin de mesurer, puis c'est quoi les tendances, puis comment tu fais pour aller chercher tout ce que tu as besoin. La solution, c'est le data scientist. C'est lui, là, ta personne. Fait que c'est vraiment l'expertise qu'on doit développer. L'intégration des modèles dans le flot logistique du MIS. C'est bien beau des modèles, c'est hot, là, mais vous avez de la prod qui roule. Puis pour arrêter la prod, pour dire que ça c'est un défaut, ça c'est un problème, ça c'est envoyé à l'attention de l'ingénieur, etc., il faut que ton MIS intègre l'appel de ces modèles-là puis qu'il fasse quelque chose sur la ligne de fabrication. Sinon, ça devient juste un peu rêve, un peu dream pour des gens d'excités, des ingénieurs qui vont se calculer des modèles, ils vont dire hey, j'ai trouvé un pattern, mais oui, mais je fais quoi avec la prod? Tu sais, maintenant, il faut que tu l'intègres, là. Fait que l'intégration, c'est super important. C'est bien beau ces modèles-là, là, mais maintenant, il faut que ça sorte des wow puis des c'est cool avec qu'est-ce que je peux en tirer comme valeur au sein de mon entreprise dans l'action. Ensuite, la qualité des données en amont, Trusted Data, ça, c'est vital. Je vais en reparler dans le dernier segment de l'usine soupe.
La quantité de ressources possédant les connaissances explicites du domaine, c'est un domaine émergent. Fait que, comment on fait pour se staffer, comment on fait pour upskiller, pour aller chercher les connaissances requises dans notre entreprise, pour aller chercher ce potentiel-là qui est nouveau chez nous. C'est un bon défi, là. C'est quoi le programme de formation? Où est-ce que j'envoie mes employés actuels? Qu'est-ce qu'ils font actuellement qu'ils ne feront plus demain, puis qu'ils devraient faire dans un nouveau créneau dont, des fois, on ne connaît pas ça, là. Fait que ça, c'est des choses qui sont difficiles dans ce changement-là. Le chevauchement de la science et de l'informatique, les data scientists, là, c'est des consommateurs heavy. Là, on parlait de big data tantôt. Là. Quand tu as 5 milliards de lignes à analyser pour faire des modèles avec ça, là, les requêtes ne se font pas comme ça, là. Ça devient un défi de tout autre ordre d'être capable d'exploiter du data sur des clusters distribués puis d'aller chercher de l'information à grand volume comme ça. Donc, puis le dernier, c'est les besoins de ressources matérielles informatiques qui sont élevés, surtout en termes de storage. Le big data, c'est du gros storage. Fait que chez nous, on commence à parler de pétabytes. On parlait de gigabytes tantôt, là, mais on est à des années-lumière. C'est ça. Là, cette réalité-là, on la vit. Vous allez tous la vivre chez vous. Tantôt, vous allez avoir des outils qui vont prendre des images. Ces images-là sont pesantes. Elles ont besoin d'être stockées. Elles ont besoin d'être stockées où? C'est-tu local? C'est-tu on-prime? C'est-tu hybride? Vous allez tous devoir, dans le fond, être confrontés un peu à ces mêmes difficultés-là que nous, on vit dans l'avancement de cette chose-là. Et le dernier segment, c'est l'usine soupe. On veut accroître l'efficience opérationnelle, on veut accroître les on-time delivery, les rendements, la qualité, le service à la clientèle, on veut automatiser des tâches répétitives, on veut engager des nouvelles ressources virtuelles. On a la chance d'avoir des nouveaux employés chez nous. C'est des employés virtuels qui vont livrer un travail comme un employé le ferait pour de vrai physiquement, mais là, c'est une machine virtuelle. Fait qu'à ce moment-là, si on veut arriver à faire ça, nous, comment on va adresser ça? L'usine souple, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on a dit là a une seule constante commune, ça s'appelle les données. Vous devez avoir du trusted data. Là. Des données, c'est facile à aller chercher, puis on en a parlé tantôt. Il y a des gens qui disaient « on va aller ramasser plein de données », puis on parlait tantôt, qu'est-ce qui arrive quand tu n'as pas des données? Comment tu fais pour… toutes ces questions-là, c'est exactement ça. Puis nous, la réponse qu'on est allé explorer puis qu'on est en train de déployer, ça s'appelle un data fabric. Pour devenir une entreprise data-driven, vous devez élever votre niveau de maturité des données. Puis pour élever votre niveau de maturité des données, vous devez comprendre que vous avez des données non structurées, des images, vous avez des données structurées, semi-structurées, des logs, des XML, peu importe. Puis vous avez des données structurées dans des bases de données chez vous, mais tout ça, ça doit aller dans un dépôt central qui s'appelle un data lake ou un lakehouse. Ce lakehouse-là est gouverné par une fabrique de données. Fait que ça, ce n'est pas un terme qu'on a inventé, ça existe déjà, Data Fabric. Puis, il y a déjà plein de compagnies qui offrent des services de Data Fabric, Microsoft, Amazon, puis IBM s'en vient aussi là-dedans. Fait que, une fabrique de données, vous partez d'en bas avec la production des données, vous allez la storer dans un lac de données, vous allez tirer vos données avec un pipeline que vous allez brancher, puis après ça, vous allez optimiser vos données pour faire du big data, vous allez gouverner vos données. La gouvernance, c'est la trusted data que vous allez aller chercher. Si vous n'avez pas de données fiables, en fait, il y a juste un message que vous avez à retenir aujourd'hui de nous, là. Si vous avez des données, mais qu'elles ne sont pas fiables, oubliez la AI puis le machine learning. Parce que vous allez prendre des données basées sur des erreurs ou des manques de données ou des trous. Tu ne peux pas faire ça, là. Fait que ça te prend du trusted data. Fait qu'une réponse à ça, la solution, c'est une fabrique de données. Puis là, j'arrive à la fin. Les difficultés rencontrées au niveau de l'usine soupe, c'est la complexité de l'architecture d'une fabrique de données, le big data, comment tu le mets cloud, hybride, on-prime, comment tu connectes tout ça, la quantité et diversité d'acteurs dans l'écosystème. Si vous voulez un data fabric chez vous, vous devez avoir des gens qui ont une spécialité, une spécialisation avec les données. Vous devez penser mettre ça en place chez vous. L'impact sur l'aspect humain-process versus la réalité, on en a parlé aussi tantôt. Ce n'est pas juste un trip technologique. Vous avez des gens, vous avez des processus à développer, puis vous avez tout ça à mettre en place pour être capable d'avoir des données qui vont être capables de desservir
technologie, votre développement technologique, les défis reliés à la formation pour le renouvellement des compétences, puis les coûts associés au plan d'affaires. Parce que ce n'est pas très excitant de dire que tu vas arriver avec une facture de 500 000 ou 750 000 juste pour traiter des données. On dirait que ça ne score pas, ces choses-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est un élément qu'il faut regarder qui est une difficulté là, au niveau de la donnée. Alors voilà, j'ai fini mon segment. Voilà une petite conclusion, François. Il te reste 0 secondes. Fait que Il l'avait écrit dans sa bio, c'est un passionné. J'ai-tu le droit à un extra 2 minutes? 1,5? Oh. Un petit résumé vite, sur une perspective plus globale. Premièrement, l'humain au cœur de la transformation. C'est très important d'identifier puis de considérer qui va vivre le changement. On a parlé de notre projet de mobilité dans la fabrication. C'est super important d'avoir des bons plans de formation, avoir des groupes de travail. Ça a été très bénéfique pour nous dans la livraison et la socialisation du projet. Parce qu'en bout de ligne, l'opérateur, c'est l'expert de l'opération. Fait que le processus d'amélioration continue passe par là. L'industrie 4.0, les gens, les processus, la technologie, on dit souvent qu'on n'automatise pas du gaspillage. Puis un des pièges à éviter, c'est de vouloir automatiser trop rapidement avec la technologie. Il est important de comprendre son processus. Des fois, il est carrément inexistant ou passé date. Fait que c'est super important qu'il soit actualisé. Puis c'est aussi l'opportunité d'éliminer puis de simplifier. Puis en bout de ligne, c'est d'avoir la souplesse de ces 3 créneaux-là, gens, processus, technologie, puis d'éviter de sur-automatiser, parce que ça nous enlève de la flexibilité. Puis l'humain restera toujours au cœur de l'opération, fait que ça y laisse des choses à faire, puis c'est sur lui que repose la latitude. Fait qu'à ce moment-là, ça devient aussi important de co-créer. On utilise souvent la technique de design thinking dans la co-création de valeur. Alignement de tous et collaboration. On parle de stratégie d'usine, mais c'est important de les communiquer. Puis c'est rare qu'on communique trop. Communiquer et échanger sur les stratégies, le domaine d'application de chacun des piliers que Patrick a mentionnés, ça favorise la clarté, la cohérence puis l'alignement. C'est moi ce que j'appelle affectueusement le covoiturage. Parce que souvent on dit que le voyage est beaucoup plus intéressant ou aussi important que la destination. Faire des bons choix, ça c'est tough. Prioriser, prioriser, prioriser. Ça semble un motherhood statement, mais ça demeure pas moins vrai, puis c'est pas facile. Il faut qu'on fasse des choix courageux et judicieux qui vont créer de la valeur client, pour réussir autant à court terme que moyen et long terme. Je vous ai parlé des départements tantôt, qui sont des services qui contribuent à cette transformation-là. Plusieurs de ces départements-là sont goulots. Fait que des fois, c'est peut-être mieux de renoncer ou laisser certaines initiatives dans le backlog, puis se concentrer sur un nombre limité d'initiatives pour les livrer le plus rapidement possible. Puis ça contribue aussi à la valorisation des équipes. La technologie au service des affaires à grande valeur ajoutée, on l'a dit ce matin, on ne fait pas cette transformation-là pour la gloire et la beauté de la technologie. On le fait pour renforcer les capacités humaines en matière d'innovation et d'excellence opérationnelle qui vont créer un avantage concurrentiel permettant une croissance durable et puis qui va renforcer notre position de leadership dans l'industrie. Et finalement, l'industrie 4.0, fondation de l'excellence et de la croissance dans un monde numérique. On a célébré 50 ans d'historique l'année passée chez IBM à Bromont, qui a toujours été fondé sur la compétence des gens. Ça fait 3-4 ans qu'on accélère notre transformation numérique. On est convaincu que c'est sur cette fondation-là qu'on va se propulser à un prochain niveau d'excellence pour créer de la valeur autant pour les clients, nos clients IBM, que nos employés. Merci beaucoup. On aurait peut-être le temps pour une petite question, s'il y a des questions dans la salle. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Tran, Agnico Eagle. J'ai beaucoup aimé la question de l'humain. La présentation était très technologique, mais l'humain revenait toujours. Et à quelques reprises dans ma carrière,
j'ai voulu faire Moi, je travaille dans des ateliers, donc on peut imaginer des gens avec des outils, des soudeuses, etc., etc. À quelques reprises dans ma carrière, j'ai essayé de faire une transition pour avoir des tablettes. Je me suis buté à certaines résistances. J'aimerais ça que tu me dises un petit peu plus parce que la transition du jour au lendemain, là, ça semble avoir été un succès. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. J'ai pris des notes mentales et puis que j'aimerais, si je me relance là-dedans. Mais parle-moi, le jour 1, comment ça s'est passé avec tout le monde a des tablettes? Oui, ben ouais, en fait, le jour 1, ça a été OK. Pour l'usine collaborative, qu'est-ce qu'on veut faire? OK, on veut donner des tablettes aux gens. OK. Fait que là, on va en donner une par personne. La réponse a été non, ça va être une par secteur. Fait que, ça a été tout de suite le genre, OK, ça coûte quand même pas 2 là. Fait que la difficulté du ROI a dû être mis de l'avant rapidement. C'est-à-dire, comment je vais rentabiliser l'investissement important d'acheter 650 devices à 500-600$ chaque. Au final, là, dans mon entreprise, là, comment ça va se transformer en valeur? Fait que ce que nous, on a fait, on est allé chercher plein d'acteurs, surtout des gens dans le monde de la finance et tout, là, pour être capable de dire comment on va rendre un business case clair avec une tablette par personne. Puis là, ça revenait tout le temps. Là. Ah non, on va en donner juste une par secteur, ça va coûter moins cher, c'est plus facile, tout le kit. Non, la tête de cochon. Non, c'est une par personne. Une entreprise numérique, c'est un sensor connecté, puis chaque individu qui est dans l'entreprise devient une cellule connectée, comme que tu as dans ta tête. Fait que si tu as une cellule qui est toute seule, pas branchée avec les autres, elle ne sert pas à grand-chose. Là. Fait que, il faut que tout le monde s'aille brancher sur le network pour recevoir les alarmes et les signaux. Fait que, à un moment donné, la vision prend le dessus. Là où tu t'en vas prend le dessus. Finance s'en mêle avec ça pour créer le business case. On finit par avoir des chiffres qui ont de l'allure. Puis là, tu as la capacité. Là. Nous, on l'a divisé. On veut collaborer avec ça. On veut entraîner avec ça. On veut faire des transactions industrielles avec ça. Tu as 3 créneaux, 3. Puis tu finis par bâtir les blocs Lego pour qu'à la fin, ton message, là, c'est rendu que là, c'est comme ça en prend une, puis là, on va en racheter d'autres, puis les nouveaux qui arrivent, il faut les stocker aussi, il faut les remplacer, les tablettes, puis ça vient comme ça. Là. Fait que c'est en étage que mais c'est vraiment ton cas d'affaires. En tout cas, il faut vraiment que tu essaies de le développer le plus efficacement que tu peux, puis d'avoir une stratégie de transformation. Ce n'est pas un projet, ça. Souvent, on dit ça chez nous, ce n'est pas des projets de transformation. Ah, tu commences, puis le lendemain, c'est fini. Non, c'est une courbe qui fait que tes employés travaillent avec un téléphone beige, puis du jour au lendemain, tu dis là, ton téléphone, là, c'est fini, là, c'est fini. Ce n'est pas un projet qui commence puis qui se termine. Fait que tu ne te sers plus du téléphone. Ton téléphone, ta vidéoconférence, tes communications, tout ton journal des activités du dernier 4 heures, du dernier quart de travail, tout est là-dessus. Fait qu'il faut que tu travailles avec la vision. Puis là, ben, tu changes. Puis là, ben, tu dis ça a l'air a été facile. C'est pas facile, là. C'est pas facile. Tu as des gens qui doivent travailler, apprendre à travailler avec ces technologies-là, qui ne sont pas habitués. Il y en a qui. C'est ça. Fait que mais tu regardes où tu t'en vas, qu'est-ce que tu as besoin de faire. Puis à un moment donné, je pense qu'en tout cas, tout chef d'entreprise va finir par l'industrie 4.0, on en parle. Ce n'est pas juste d'en parler, il faut que tu te mettes dans l'action de maintenant. Tu dis là, on a assez parlé. Puis on se met en route. Puis ça fait mal, mais cette douleur-là va se transformer rapidement en « Hey, là, 2 ans, qu'est-ce qu'on faisait sans ça? Là? Jamais pu. » Puis là, le monde se promène dans les corridors. Là. Tu te dis, OK, lui, il commence à trouver le potentiel. Il arrive, il fait son opération de maintenance, il manque de pièces. Clac, clac, OK, j'en ai 2 dans mes stocks. Log, là, il y a un problème, call son chum. Hey, check telle affaire. Non, faut que tu visses, faut que tu débranches telle affaire. Puis là, après ça, tu reçois un Slack qui dit, hey, ma femme est en train d'accoucher. Feu. Tu comprends? Tu reçois tes signaux en temps réel. C'est ça l'idée là, de la tablette. Puis fait que, c'est ça. C'est comme ça que, en tout cas, que nous, ça a fonctionné. Fait que, moi, je te dis bravo. Vraiment, c'est tout un tour de force. Puis j'aime la vision de la transformation plutôt que du projet. Ouais. Je retiens ça. Merci beaucoup. C'est beau. Merci pour la Ça fait question, plaisir. Emmanuel. C'est beau. Merci à tout le monde.